Marie-Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir votre père, Gérard Philipe, dans un extrait de Fanfan la Tulipe, film de Christian Jacques, 1952, dialogue d'Henri Janson, hein, c'est pas rien. Un film dont je dois dire qu'il a fait beaucoup pour la sensualité des jeunes gens de l'époque, car il y avait avec lui Gina Lollobrigida. Ouais, on s'en souvient. Votre père est mort il y a 50 ans, juste il avait 37 ans. Et 36. 36. Et ces images le rendent immortel et jeune. Alors comment on fait pour avoir un père qui reste tout le temps jeune ? Comment on peut le vivre? J'ai coutume de dire que mon père appartient beaucoup plus aux autres qu'à moi-même. Je pense que c'est ça l'idée, si je puis dire. Donc vous voyez quelqu'un d'autre? Souvent, Souvent? c'est vrai. Je vais me permettre de vous laisser un peu seul pour vous présenter. Alors vous êtes comédienne, on vous a vu dernièrement dans le film de Vera Belmont, Survivre avec les loups, et vous publiez avec Vera Belmont un livre d'entretien, L'Hirondelle du Faubourg, chez Stock, où on raconte l'histoire assez extraordinaire de cette productrice-réalisatrice. Et dans son portrait, d'ailleurs, on croise à plusieurs reprises Gérard Philipe, et ce qui doit à la fois vous émouvoir et bien mettre en évidence son importance. C'est-à-dire que votre père, c'est pas seulement un grand comédien, c'est un mythe vivant, et c'est avec ça que vous allez faire. Et j'ai envie que vous me disiez, là, face au miroir, votre passion pour ce mythe qui est votre papa. L'importance, je crois qu'elle était humaine. Elle était un engagement. Cet engagement a mené sa vie de comédien et d'homme. Il est devenu un homme par son métier. Et je pense que la rencontre avec ma mère a été très très importante. J'ai coutume de dire que avant de rencontrer ma mère, mon père était une vedette et que ma mère en a fait un mythe. Je veux dire par là que elle lui a donné une colonne vertébrale absolument extraordinaire. C'était une femme très pointue, très engagée à gauche, une intellectuelle, ethnologue de formation. C'est elle qui lui a donné l'idée de sa fonction d'homme sur Terre. Voilà. Alors, on va revenir à ce Gérard Philipe avant votre maman, son itinéraire. Il naît le 4 décembre 1922 à Cannes. C'est un gars du Midi. La guerre démarre, disons qu'en 1942, il a 20 ans. Les intellectuels descendent en zone libre et là, les studios se mettent à tourner. Et mon père, très soutenu par sa mère, il faut le dire, décide non pas de faire du droit comme son père, qui lui-même était avocat, voulait qu'il le fasse, mais d'être comédien. Parce qu'il commence en pleine guerre, il a du succès même en pleine guerre. Oui, ça démarre très vite et tout de suite. Il a participé à la libération de Paris avec les FFI, mais enfin bon, pas non plus exagéré, hein, il était un peu de la dernière heure. Hein. C'était pas un vrai résistant. Remarquez, il y en a eu très peu en France, malheureusement. Mais c'est important quand même, le fait qu'il était résistant, parce que son père a été, et même jugé, pour fait de collaboration. Oui, pour fait de collaboration et condamné à mort par contumace. Et il s'est enfui. Il a passé les Pyrénées et il a été à Barcelone. Et mon père allait le voir, il l'a toujours soutenu. Je veux dire, c'était son père. Il ne l'a jamais abandonné. Alors il y a ce théâtre, il y a des rencontres. Vous avez Allégret pour le cinéma et Villard. Villard qui lui propose le Cid, le Prince de Hambourg. Et le Cid, mon père dit non. C'est pas possible. Et Villard, quand il sort de sa loge, dit petit con. Ça elle est très connu, c'est pour ça que je me permets de la raconter. Et puis un an passe et mon père revient et lui dit d'accord. Il a compris. Je pense que là, ma mère devait être très fortement derrière. Elle a senti. Alors il y a cet engagement avec Jean Villard dans le théâtre populaire. Lui qui est un fils de bourgeois, d'émanation bourgeoise, il a été un des grands propagandistes du théâtre populaire. Oui, je pense qu'il avait vraiment ça ancré en lui. Ce ne sont pas des choses qui s'apprennent, je veux dire. Il a beaucoup travaillé, il se méfiait beaucoup de ses dons, mais le théâtre populaire est amené à chacun le théâtre, aller. Et c'est pour ça qu'il partait en tournée. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agissait pas uniquement de jouer juste la pièce, son rôle, et puis de repartir. C'était un vrai engagement, parce qu'après, il y avait des dîners, il y avait le bal, on dansait avec des spectatrices, il y avait les conférences, il y avait les explications, il y avait les débats politiques. C'était énorme, c'était un vrai engagement. Et les films. Alors le cinéma, il l'a mené parallèlement. Il y a de grands rôles, Belle de nuit, il y a bien sûr, on a parlé de Fanfan la Tulipe, Monsieur Mirepoix. Mais il a tourné énormément avec d'immenses réalisateurs. Et puis il y a eu l'arrivée de la nouvelle vague, dont je parle aussi bien sûr dans le livre, qui a cassé ces réalisateurs. Ouais.
Mais lui, vous pensez qu'il aurait pu, on ne sait pas ce qu'il en était, il avait 36 ans, comme vous l'avez dit, qu'il aurait pu être un acteur de la nouvelle vague? Il aurait forcément évolué. Oui. Forcément. Je pense qu'on oublie trop certains rôles, pour ne pas dire pas mal de ces rôles, comme Monsieur Ripois, par exemple, où il y a un cynisme qui est très, très flagrant. Les grandes manœuvres aussi, qu'on vient de revoir là, à la télé, qui est un film magnifique de René Clair. René Clair qui était son père. Mon père, c'est toujours chercher des pères. Oui, C'était très bien sûr, ce qui est assez logique, bien sûr. Je pense que le cynisme qu'on voit dans certains de ces films aurait sans doute débouché sur autre chose. Alors, il y a deux plans. Chez Gérard Philippe, il y a ce grand comédien, et puis il y a l'homme engagé de l'époque, ses engagements. C'est très important. Mes parents ont été chemin de route des communistes, comme on disait, compagnons de route, on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils pensaient réellement, qu'ils croyaient vraiment en un changement humain de la société. Et puis il y a eu cette catastrophe absolue qui était 56, Budapest, où les Russes ont massacré les Hongrois. Et là, il y a eu un vrai retournement de situation. Je pense que bon, mon père est mort en 59, très peu de temps après. Je dirais Dieu soit loué, il n'a pas vu. Mais à cette époque-là, il faut bien voir qu'il y avait un grand clivage dans les intellectuels français, puisque par exemple, Montand et Signoret n'ont pas fait le même chemin que votre père. Ils se sont opposés, ils sont un peu brouillés à l'époque. Non, Montand et Signoret étaient compagnons de route aussi. Il y a eu ensuite, il y a eu toutes les tournées dans les pays de l'Est. Mon père allait beaucoup dans les pays de l'Est. Montand, à un moment, a eu des doutes. Plus tôt, je dirais, que lui. Voilà. Mais c'était dur. Hein. Et je pense que cet effondrement a été pour eux une échelle de valeur qui disparaissait. Ça a dû être épouvantable. Très certainement. Mais ensuite, mon père a dirigé le SFA, le syndicat français des artistes interprètes, pardon, qui existe encore aujourd'hui. C'est lui qui en a été le président. C'est lui qui a remis ce syndicat sur les rails. C'est lui qui a écrit ces magnifiques articles qui commencent par « Les acteurs ne sont pas des chiens » et qui a demandé à ce que les acteurs soient admis comme des travailleurs comme les autres. Parce que jusque-là, ils étaient, ma foi, corvéables à merci. C'est assez beau. Et jusque sur son lit de mort, il écrit encore au syndicat en leur disant j'espère que tout se passe bien, je pense à vous, je serai bientôt de retour, puisqu'il n'a jamais su qu'il était malade, puisque ma mère n'a jamais voulu le lui dire. Sa fin est très, très brutale, va très rapidement. Donc il y a ce film qui va tourner, ça vous pouvez nous raconter. Il était fatigué, oui. Il est rentré du Mexique, il était très fatigué. Il a fait tourner le film de Buñuel. La fièvre remontait pas haut. Et il est rentré très fatigué. On a pensé à des amibes et il était tellement fatigué qu'au mois de septembre, les médecins ont décidé de l'ouvrir et de regarder ce qui se passait dans son foie. Et là, ils ont découvert un cancer primaire du foie, en phase terminale, non du foie. Ils ont refermé. Et ils ont dit, à l'époque, on ne pouvait rien faire de nos jours, Dieu soit loué, c'est plus comme ça. Et ma mère a pris la décision de ne jamais le lui dire. Donc elle a écrit Le temps d'un soupir sur ce thème-là. Ça raconte les 3 dernières semaines de la vie de mon père. Et sa douleur de femme de ne pas pouvoir, bien sûr, et d'être à ce point partagée. Très soulagée qu'il ne sache pas qu'il était en train de mourir, et elle, très solitaire, d'être la seule à le savoir. Et ce livre est magnifique. Et, il est rentré à la maison, pensant qu'il était en convalescence, très simplement. Il lisait beaucoup, il annotait beaucoup de pièces. Il a notamment annoté Le Menteur de Corneille en disant pour moi, à jouer. Et puis, il rêvait d'un chalet dont ma mère lui avait parlé, où partir à se reposer à la montagne. Et il y a vraiment cru, elle est arrivée à lui faire croire qu'il allait vivre. Et il s'est éteint. Il s'est éteint. Ma mère est venue nous chercher à l'école, mon frère et moi. Et quand elle est rentrée, à midi, il était mort. Dans son lit. D'épuisement. Et on l'imagine peut-être mal aujourd'hui, mais c'était un choc terrible en France, terrible. Alors ça, moi, j'étais beaucoup trop petite, évidemment, mais je vois les actus télé, je vois les journaux, j'entends les gens, surtout. Les gens me parlent beaucoup et j'aime ça, j'en suis très reconnaissante de me rendre cette connaissance par leurs yeux et par leur voix. Mais je crois, oui, il y a eu un vrai bouleversement populaire, un vrai désespoir d'avoir perdu
une image de la pureté. Il ne faut pas oublier que cette après-guerre a été très dure pour les Français, ce réveil de l'après-guerre. Mon père a apporté ce côté héroïque, ce côté blanc, ce côté pur, cette jeunesse. Et je pense que c'est tout ça qui mourrait avec lui aussi. Et cet engagement militant. Et il est enterré d'une façon... À Ramatuelle. Ouais. Il est enterré à Ramatuelle dans le costume du Cid. Oui, son costume du Cid. Il est magnifique. Et Ouais. le plus grand rôle, certainement, et un rôle indépassable. Tous les comédiens qui viennent et qui ont à jouer le Cid Ouais. savent qu'ils seront comparés à Gérard Philippe. Ça passera un jour, vous Oui. savez, le temps efface tout. Mais... Mais vous avez fait très joliment vivre cet homme, même si votre maman disait c'est un mythe. Ce soir, il a pris une dimension supplémentaire, il est devenu un homme. Tant mieux. Merci.